Bien, bonjour, c'est notre dernière séance, notre fin de série, dans tous les sens du terme. On va voir qu'on arrive à certains moments de la finition des objets conceptuels proposés, donc on va les solder là, en solder certains. Donc fin de série dans ce sens-là, c'est pas simplement un jeu de mots, c'est aussi que l'idée... Je vous rappelle quand même certains enjeux qu'on a vus, hein, essentiellement autour de la narration d'événements, de récits d'événements, et que la série mettait en crise ça, en suspendant la notion d'événement, et en la retraduisant, alors peut-être pouvons-nous dire ça ainsi, par un « il arrive qu'il arrive que », donc en nous mettant tout le temps en situation de suspension par rapport au temps et suspension par rapport aux actions. On va revenir dessus. Donc fin de série aussi, parce que c'est la fin il me semble que le moment des séries est en train de s'achever et qu'il est supplanté par quelque chose qui existait déjà en parallèle avec lui, c'est les jeux vidéo dont nous devions parler plus longuement. Mais ce ne sera pas le cas, donc c'est peut-être reporté à des séances ultérieures, où cette question d'événement et de « il arrive que » me semble importante, et où notamment notre rapport au monde, puisqu'il derrière c'est pas la série en elle-même, je le rappelle, qui nous intéresse, mais c'est ce qu'elle nous dit des formes imaginaires ou des formes structurantes de notre rapport au monde. Donc on a beaucoup parlé de temps, d'espace et d'action. Ces formes structurantes aujourd'hui prennent la forme d'une réflexion qu'il y aurait à avoir sur le jeu. Alors, pas uniquement sur le jeu dans son aspect ludique et divertissant, mais sur la manière dont, à l'intérieur du jeu, ou d'un jeu vidéo, ou de jeux vidéo, on construit des manières d'être au monde. J'ouvre tout de suite une petite parenthèse, parce qu'elle va ressurgir, je l'espère, dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il y a eu une époque où les jeux, c'était faire des expériences jusqu'à un certain seuil, et quand on l'a raté, on recommençait. Répétition du même. On a déjà parlé de ça à propos de la série, on a la répétition du même. Je rate quelque chose, play it again si vous voulez, mais ça c'est plutôt le flipper que le jeu vidéo. C'est retry plutôt, réessayer, excusez mon accent anglais, c'est plutôt l'idée de réessayer, de réengager quelque chose. Ce qui est une manière, on comprend du coup pourquoi les jeux vidéo sont devenus des formes d'apprentissage ou travaillent sur des formes d'apprentissage, que ce soit apprendre la mécanique, que ce soit la mécanique automobile ou la mécanique du corps en chirurgie. On peut réessayer, on peut rejouer jusqu'à ce que le geste soit parfait. Donc c'est une forme un peu plus ample que le jeu vidéo que nous connaissions, nous, avec nos petites manettes, où voilà, on est dépassé par quelque chose, soit on rate une expérience, soit au pire, à l'intérieur du jeu, on est mis à mort, et il faut recommencer. Alors, il y aurait peut-être, hein, je vous ai parlé de Diogène Laërce, je vous ai dit que c'était l'occasion, ça aurait pu être l'occasion d'un ensemble de séries télévisées ou de séries filmiques intéressantes. Il y aurait pu y avoir aussi un jeu vidéo philosophique réfléchissant sur ces différents stades et ces différentes expériences. Que ce soit, voilà, arriver à l'achèvement d'un système philosophique au XIXe siècle, ça passait par des étapes. Ce que nous raconte Hegel, ce que nous raconte Fichte, ce que nous raconte Schelling, etc., qui pourrait correspondre de manière très ludique, très structurelle, à une armature d'un certain type d'expérience du jeu. Il y a un autre type d'expérience du jeu, pourrait-on dire que la partie, puisque là je suis en train de parler de partie, qui est le rapport d'écart que ça produit à l'égard du monde. Un jeu, c'est aussi, on le sait, on l'a vu l'an dernier, je crois que j'en ai parlé rapidement l'an dernier à propos des films que nous voyons, c'est aussi un espacement. Et le jeu, c'est aussi la manière dont on prend écart à l'égard du monde, et même parfois où l'on reconstruit le monde. Une partie de cartes suppose qu'on crée des règles ou qu'on accepte des règles, nous le savons tous en ayant joué plus ou moins à la belote ou au tarot ou même à des jeux de société, le tricheur est celui qui connaît le mieux les règles. Donc il y a une structuration comme ça pour apprendre un usage du monde à travers le jeu. Donc c'était une tension que je voulais avoir, mais elle aura peut-être lieu l'an prochain. Donc fin de série, ou pour reprendre un auteur dont vous avez pu constater qu'il est revenu déjà l'an dernier et cette année plusieurs fois, c'est-à-dire Samuel Beckett, pour en finir encore.
Voilà. Il s'agit d'en finir encore. Et c'est le propre, pourrait-on dire, si on avait à faire une synthèse de ce que nous avons vu, sur la série. La série commence inlassablement, mais elle ne cesse d'en finir avec ce commencement. Elle ne finit pas totalement, ce n'est pas une fin comme un achèvement, c'est plutôt une fin comme finalité, dans l'épuisement du sens de l'événement. C'est ce qu'on avait vu. Donc, aujourd'hui, il me semble que notre travail et notre itinéraire de ce que nous avons vu cette année serait incomplet si nous n'en venions à esquisser quelques grandes lignes ou quelques éléments sur la question de la production dans la série d'un imaginaire. Puisque c'est vraiment notre enjeu, même si nous prenons des détours, des digressions, même si nous passons du temps à parler de certaines choses, l'idée c'est en quoi aujourd'hui il y a une structuration particulière de notre imaginaire. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit, on en a vu déjà des formes, le rapport au temps et le rapport à l'espace, donc je vais essayer de resynthétiser tout ça. Et ce rapport à l'imaginaire, on l'a laissé parfois entrevoir sur ce qu'on a vu, sur le rapport à la temporalité de la série, épisodes, suites, saisons, qui sont une manière de structurer une temporalité ou une temporalisation de l'événement. Et donc, cette temporalisation, elle prend une signification. Donc, j'insiste sur cette idée. Il y a un temps propre de la série qui est un temps, pourrait-on dire, épisodique, mais pas épisodique au sens où il y a une succession d'épisodes. C'est un temps où, finalement, alors j'en reviens à cette idée de partie où ce qui est important dans le temps, c'est l'encre du temps. Une série, c'est ennuyeux fondamentalement. Enfin, quand je dis ennui, il faudra s'entendre. J'espère qu'on aura le temps tout à l'heure de revenir sur cette question. Mais une série, c'est ennuyeux. Et cet ennui, c'est une forme d'attitude que l'on a au monde. Les histoires des séries sont pas passionnantes. Je suis désolé pour tous ceux qui sont fanas de telle ou telle série. Pour préparer ces choses, j'en ai regardé beaucoup. Elles sont fondamentalement ennuyeuses parce que c'est la répétition du même, le ressassement, ce que je vous ai essayé de vous montrer, l'itération du même, avec une légère variation qui va vers l'altérité, donc qui dit quelque chose sur ce qui se passe comme en train de se passer, mais non pas sur la nature de l'événement. Il n'y a pas de philosophie de l'histoire dans les séries. Je n'en déplaise à Gérard Wachsman ou à certains philosophes qui ont traité des séries. Il n'y a pas de philosophie de l'histoire et il y a une insignifiance du sens qui est volontaire et qu'il faut regarder très sérieusement. La série ne nous dit rien. La série ne nous apprend rien. Les 5 dernières minutes, ça date des années 50, 60, enfin des années 60, 70, pardon, qui se voulaient didactiques et qui voulaient nous apprendre ce qui se passait dans tel ou tel milieu social. Ça passait par le crime. Et comme disait un critique de la télévision qui est Serge Danet à propos des 5 dernières minutes, la grande leçon, s'il y en a une des 5 dernières minutes, c'est nous apprendre que les crimes sont aussi liés à la classe sociale. Et non pas de nous produire du divertissement ou une enquête policière, mais qu'il y ait des manières de tuer qui appartiennent à certaines classes sociales. Bon, je ferme la parenthèse, mais cette idée-là, elle est aussi à garder. Donc on a laissé entrevoir sur le rapport à la temporalité de la série, épisodes, suites, saisons, etc. Tout le vocabulaire, on le voit bien, qui renvoie à une naturalité ou à une succession dans le temps de choses. Donc une périodisation. Donc ce que la série fait, c'est qu'elle périodise le temps, sauf que notre usage des séries aujourd'hui casse cette périodisation ou en produit une autre. C'est Netflix ou YouTube qui permet de regarder dans l'intégralité les séries et d'assumer cette espèce. En même temps, c'est quand même c'est extrêmement intéressant sur une esthétique de la réception, pourrait-on dire, ou une théorie de la réception de la série. On regarde des globalités pendant 3-4 heures ou la totalité d'une saison en un week-end. On en fait même une performance. Il suffit d'aller voir sur Internet ce que les fans de séries disent. « Ah, ce week-end, je me suis refait toute la saison de Friends ou de je ne sais quelle série. » On en fait même une performance. Mais en même temps, dans cette performance, nous sommes modelés. Nous recevons un certain type de rapport au temps
On n'est pas en train de regarder une épopée filmique, un film de 3 heures, La maman et la putain, 3h47, ou un film d'Ozu, ou un film voilà, qui aurait une dimension épique dans le temps. On regarde des choses qui sont scandées. En fait, on regarde une mosaïque de temps. Et on nous apprend à regarder une mosaïque de temps. Ce qui pose un problème qui est lié, c'est pas lui qui le crée, hein, c'est pas ce rapport-là, mais qui est lié à notre manière d'être dans le temps, dans la réalité. Nous sommes dans un temps, on le sait, socialisé, planifié, codifié, sauf que, généralement, ces temps avaient une unité. Aujourd'hui, on est dans un temps fragmenté, mosaïqué, qui pose problème. Qu'est-ce qu'on fait de son temps ? Je pense que le problème, on déborde, hein, vous avez l'impression que je déborde, mais on est en plein dans la question des séries, en plein dans la question des formes imaginaires de notre temps. C'est quoi le problème du chômage aujourd'hui ? C'est pas les plages de chômage, c'est l'éclatement des temps de chômage, la dissémination, ce qu'on appelle l'intermittence. Et qu'est-ce que nous dit l'intermittence ? Soyons réalistes. Elle nous dit qu'il est plus important de ne pas travailler que de travailler. On qualifie l'activité du travail par son intermittence. Intérimaire, intermittent, disent bien que c'est l'espacement lent-creux qui est beaucoup plus important que l'activité salariée. C'est pas nous qui le décidons, hein. Enfin, si, parfois, dans nos manières d'être au monde, on le décide. On décide d'être dans l'intermittence parce qu'on décide d'avoir une gestion éclatée, volontairement éclatée, de son mode d'existence. Mais sinon, socialement, on le voit bien, c'est la dissémination qui importe. On l'a vu aussi, même pour ceux qui ne sont pas dans l'intermittence, pour des salariés en CDI, on l'a vu au moment de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui s'est produit ? Arrêt de production, sous nécessité économique, c'est un nom qui m'échappe d'ailleurs, cette cessation contrainte d'activité. On l'a vu aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, puisque des matières premières n'arrivent pas, des usines cessent leur activité. Donc l'intermittence ou l'espacement du travail, ou l'encreux du travail, est un rapport à la temporalité particulier, et la série accompagne cette manière d'être au monde. Je vous l'avais compris depuis que l'an dernier, ou depuis même 3 ans, je suis un tenant de cette idée que nos formes esthétiques sont aussi nos formes d'appréhension de notre monde. Et donc notre monde, on le construit, on va revenir sur cette expression de monde et de construire le monde. Notre monde, on le construit, mais on le construit aussi avec des outils esthétiques ou des outils narratifs qui correspondent à une manière d'être au monde. Et notre manière d'être au monde, c'est d'être par à-coup au monde. On le sait bien, c'est pas un discours uniquement de réactionnaire, et il faut le prendre très au sérieux. Il y a une absence de sens aujourd'hui. Je l'ai traduit à plusieurs reprises en disant que notre problème, c'était d'habiter ou d'occuper le monde. Que notre question, c'est que le monde nous est devenu étranger. Il y a une longue histoire de ça, hein, de cette manière dont le monde nous devient étranger. Cinématographiquement, je renvoie, pour ceux qui veulent avoir une expérience de ça, à Rossellini, sur le film sur Berlin de 1948. Ce n'est pas Rome, ville ouverte, c'est Allemagne, année zéro. Et qui dit bien ce que ça veut dire, le titre dit bien ce que ça veut dire, où il est question justement d'une étrangéification au monde, où on devient étranger au monde. Il n'est pas anodin pour moi, ça peut paraître ridicule, que le personnage, le jeune enfant qui finit sa vie en se suicidant, mais qui vit dans un monde de désolation, on aura à revenir aussi sur ce terme-là, qui vit dans un monde de désolation, se suicide à la fin, et son prénom c'est Edmund. Pour moi, c'est Husserl dont il est question. Ce petit enfant, c'est le philosophe Edmund Husserl, qui en 1935 raconte déjà notre manière d'être étranger au monde, de ne plus être capable de construire des propositions à l'intérieur du monde qui fassent sens, qui unifient le monde. Ce que lui appelle la crise des sciences ou la crise de la conscience européenne, qui est une conférence qu'il donne à Prague en 1935. La date n'est pas anodine. Hein. Et le film de Rossellini, 41, juste après, l'un ouvre les événements
qui inaugure une forme de désolation au monde, l'autre d'une certaine... pas 41, 48, pardon. L'autre clôt cette désolation. Enfin, vous vérifierez la date de Allemagne année 0. Donc, en tout cas, les formes, nos formes esthétiques, nos formes littéraires, nos formes séries, nos formes cinématographiques actuelles correspondent à une idéologie du monde, non pas comme propagande, j'insiste, le mot idéologie est à prendre au sens étymologique du terme, à une mise en forme du monde, à une présentation ou à une représentation du monde, Darstellung pour ceux qui sont germanistes, ou Ausstellung, voire Bildung, donc Darstellung et Ausstellung voulant dire représentation, Bildung voulant dire mise en image du monde. On est sans arrêt, à chaque moment, dans des constructions de mise en image ou de mise en forme du monde. Donc pour lui donner une signification, donc oui, mais cette signification n'est pas forcément propagandaire, elle correspond à notre esthésis du monde, notre manière de percevoir le monde. Et les séries relèvent de ça. Et les séries relèvent de ça dans le rapport au temps, je vous l'ai dit, elles relèvent aussi de ça dans le rapport à l'espace. Je vais prendre un exemple qui va concrétiser ces deux notions de temps et d'espace. Je ne sais pas si vous connaissez cette série qui s'appelle Alias, qui était une série d'espionnage. Ce grand gloubi-boulga, elle est intéressante cette série parce que c'est le gloubi-boulga de tous les thèmes de série. Il y a de la psychanalyse. Qui est mon père et qu'est-ce que je dois avoir avec mon père? C'est une jeune fille qui fait de l'espionnage, etc. Son père, elle ne le connaît pas, elle redécouvre qui est mon père. On est dans la psyché rudimentaire, dans le gloubi-boulga de Freud. On est dans ça. On a une série qui est sur l'action, mais les actions ne sont jamais déterminées et ne sont jamais finies, puisqu'il y a un ennemi invisible. Théorie du complot ou de la paranoïa, c'est encore un peu de la psychanalyse ou de la psychologie politique, il y a toujours un ennemi. Clausewitz ou Carl Schmitt en philosophie du droit. Notre rapport au monde ne se détermine que par l'inimitié. C'est ce que dit Carl Schmitt, théoricien du droit allemand des années 40 à 50. Et dans cette série, il y a aussi une manière d'être dans l'espace. Puisqu'il s'agit d'une série d'espionnage, d'une jeune espionne, elle voyage beaucoup dans le monde. Et c'est quoi qu'on a pour rendre... Enfin, quelle est la forme qui est sollicitée, pourrait-on dire, pour rendre compte de ce déplacement dans le monde? C'est un carton, on a l'impression de se retrouver dans les années 10-20, un carton avec Londres, enfin comme c'est de l'anglais, London, Istanbul, Paris, etc., une date, et puis une image marquante, type carte postale, et voilà. On nous dit, maintenant l'action s'est déplacée, etc. Ce qui nous dit aussi notre rapport à nos modes de déplacement. On saute d'un endroit à un autre, comme ça, et ce qui fait l'endroit, c'est la carte postale. C'est notre manière aussi d'être au monde. Nous cherchons des points de vue sur le monde, aujourd'hui, et nous cherchons des points de vue qu'avec nos téléphones portables, ou nos smartphones plus exactement, qu'avec nos caméras, qu'avec nos SMS, nous pouvons renvoyer à autrui. Et la continuité du voyage a disparu. Cette continuité qui était extrêmement importante, je renvoie à l'analyse de Walter Benjamin sur l'expérience et la perte d'expérience, elle est liée aussi à ça, nos déplacements chaotiques. Un historien des transports qui s'appelle Schivelbuch raconte comment le train pose un problème et produit des esthétiques de la discontinuité, pourrait-on dire, des sentiments, le paysage défile, mais en même temps il défile avec des noirs, etc. etc. Donc une esthétique un peu cinématographique, avec un montage, un mixage qui se joue là. Donc cette série, elle est intéressante parce qu'elle modèle bien. Donc périodisation du temps, il y a des points dans le temps, comme un peu les points des regards des personnages ici, il faudrait les relier, ce n'est pas des flèches, c'est des points, on est dans des sauts de discontinuité. Donc périodisation du temps, mais périodisation aussi du mouvement. Et cette périodisation, elle est là pour nous faire accepter des formes de rupture et de discontinuité. Un choc psychologique, pourrait-on dire, ou un choc esthétique de notre rapport au monde. Notre rapport au monde, comme dans cette image, consiste à ne pas regarder ce qui se passe, mais à regarder ce qui va se passer, qui se passera peut-être,
cette espèce de suspension de l'événement. C'est ce qui se passe là dans l'image, hein. On voit le seul, c'est comme ça que je traduis cette image, le seul qui regarde véritablement ce qui s'est passé, donc pourrait-on dire la transformation de la poule en poulet, enfin de la poule en rôti, c'est le policier. Et tout le monde regarde autour, tout le monde se regarde plutôt. Tout le monde met en creux l'événement. Et celui qui le regarde, c'est celui qui fait l'ordre. Donc c'est une image un peu datée, c'est une image du 19e siècle. Deleuze la reprend dans Mille plateaux, il n'en fait pas cette analyse-là, puisqu'il en fait une analyse sur les formes littéraires, mais ce qui nous concerne aussi, puisqu'il dit que la nouvelle consiste à nous raconter ce qui se passe, à la différence du conte qui nous raconte ce qui va se passer, etc. Et il fait une catégorie comme ça des formes littéraires en fonction de rapport au temps. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans des formes de narration où ce qui se passe en tant que contenu n'a aucune importance. Pourrait-on dire que c'est la forme de l'événement qui nous intéresse dedans. Et c'est ce que manifeste la série. Quand je dis elle ne nous raconte rien, elle nous ennuie, elle nous montre simplement que le temps passe, et que le temps passe avec des choses qui s'y passent, pourrait-on dire. Ne les appelons pas action, ne les appelons pas drame, parce que si on regarde bien, si on rentrait, et je vous ai dit que je ne voulais pas le faire, dans ce que racontent les séries, on serait atterré par le... Alors là, cette fois-ci, au mauvais sens du mot idéologique, on serait atterré par l'idéologie qu'elle porte. Par contre, si on regarde la forme qu'elle met en œuvre, c'est assez étonnant ce qu'elle nous raconte. Je prends l'exemple d'une série qui s'appelle Loch Ness, qui est une série écossaise, qui se passe donc, vous l'avez compris, près du Loch Ness. Où, au niveau idéologique, et c'est là qu'est atterrant, le monstre Nessie, comme ils disent, pour amadouer la monstruosité, vous avez remarqué qu'on n'appelle plus le monstre d'une Loch Ness, on dit Nessie. C'est une espèce de petit diminutif affectueux, comme si l'altérité radicale du monstre devait être atténuée. Là, il y aurait une vraie analyse à faire. Mais bon, Nessie, le monstre, c'est pas lui le personnage principal de cette série. C'est l'homme comme monstre. L'éternel tueur en série pour des raisons, encore une fois, psychanalytiques, papa-maman, qui est mise en œuvre. Et donc le tueur en série, le vrai monstre, c'est l'homme, l'assassin, donc, ou le coupable, qui est en plus, caractère idéologique, en plus, un jeune, un adolescent. On a la totale de notre monde moderne, la peur d'une certaine forme de jeunesse, la peur de l'altérité radicale, la peur de la violence. Et toute la série consiste, pourrait-on dire, à nous produire un par-excitation, au sens freudien du terme, puisque je commence à parler psychanalyse, donc acceptons de parler psychanalyse, on est dans un par-excitation. Voilà, il faut éviter cette chose-là. Mais ce qui est intéressant dans la série, c'est pas tant ça. Par contre, ce qui est intéressant dans la série, et si on la regarde, parce que je l'ai re-regardée il y a peu, puisqu'elle est disponible sur un replay d'une chaîne télévisuelle, donc je vous laisse retrouver ça, je l'ai regardée il y a peu, c'est la manière dont le rapport à la nature est filmé. Et à un moment donné, donc c'est des plans, parfois des plans séquences de nature, des plans ouverts sur la verdoyance écossaise avec en fond le lac, les rochers, etc. Cette présence de la nature est intéressante. Et à un moment donné, à force de regarder ces images-là, les voyant de plus en plus prégnantes, je me suis dit, mais qu'est-ce que me raconte cette histoire que je viens de vous ébaucher en vous parlant de tueurs en série? J'ai fait une chose bête, que je vous conseille de faire sur pratiquement toutes les séries. Regardez de quoi est constituée majoritairement une série. Un épisode de Loch Ness dure 60 minutes. Sur ces 60 minutes, il y a 20 qui sont véritablement consacrés à l'intrigue, c'est-à-dire aux événements qui amènent l'histoire, à la narration. 30 qui sont consacrés à des moments interstitiels, c'est-à-dire filmer la nature, le paysage, filmer les itinéraires en voiture des personnages,
Ils ouvrent la porte. Ils disent « attends-moi » et on attend avec eux. C'est assez étonnant. Mais c'est vraiment assez étonnant. On est soi-disant dans une économie de l'efficacité. Alors la question c'est quelle est l'efficacité de ça? Si la série c'est fait pour nous raconter des histoires, comme tout le monde le croit, et nous faire passer un bon moment en rentrant dans une histoire, l'efficacité narrative, par rapport au mode de production, hein, j'entends, c'est-à-dire la télévision ou le flux numérique aujourd'hui de l'Internet ou des Netflix ou des YouTube ou des Google Play ou de tout ce que vous voulez, de tous les sites où vous avez de la vidéo, elle est relative. 20 minutes d'histoire pour 60 minutes d'épisode. Donc, si vous faites le calcul, je vous ai dit 20 minutes d'histoire, 30 minutes de paysage, 10 minutes de rappel de ce qui s'est passé avant. Sous des effets de flashback ou de résumé au début ou de résumé à la fin, ou, enfin en cours de route, etc. Donc il y a une économie narrative qui est particulière. Ce qui est intéressant dans Loch Ness d'ailleurs, c'est cette économie qui porte sur la nature et qui s'intéresse à la nature comme économie du tourisme. C'est dans l'histoire, puisque les deux des personnages sont l'un qui fait visiter une balade en bateau sur le monstre, et l'autre qui fait l'inverse aussi, une balade en bateau, pour dire que le monstre n'existe pas. Le monstre du Loch Ness, là, cette fois-ci, hein, notre Nessie. Et donc on a un discours comme ça qui se structure à travers les images de la nature. Et à un moment donné, on a ce retournement, c'est la nature qui nous regarde. D'habitude, ça arrive, parce que j'aime pas beaucoup les séries, vous l'avez compris, d'habitude, ça arrive que dans les grands films, ça, à un moment donné, qu'il y ait cette inversion du regard. Alors cette série, elle est pas terrible au niveau du système narratif, mais à un moment donné, sur la représentation de la nature et sur ce retour que fait la nature sur nous, ou nous amène à nous re-regarder au sein de la nature, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Premier exemple, rapport au temps, rapport à la narration, rapport à l'encre. C'est dans les interstices que la série nous raconte ce qu'elle a à nous raconter. Je vais prendre un deuxième exemple. Tiens, c'est encore... Je veux pas dire... Non, c'est pas anglais, ça. Beforeigner, je crois que c'est danois ou norvégien. Une série qui s'appelle Beforeigner. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle n'est pas inintéressante. C'est une série à la fois science-fiction et fantastique. Ça se passe de nos jours. Il y a une faille spatio-temporelle qui s'ouvre dans une ville nordique et ressurgissent des êtres du passé, enfin des hommes, des êtres vivants, des êtres humains du passé, depuis le néolithique. Et vous allez voir, il y a une vraie question politique derrière. C'est comment on va faire pour vivre avec ces gens-là qui ressurgissent épisodiquement, hein, c'est pas tout le monde ne revient pas de temps en temps. Il y a un homme de la préhistoire qui ressurgit, un homme du Moyen Âge qui ressurgit, un Viking qui ressurgit. Donc si c'est un Viking, ça doit être en Suède ou en Norvège par là, qui ressurgit. Et la question, c'est comment on va vivre ensemble. Alors là aussi, il y a une trame policière, je ne sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, j'ai une idée pourquoi aujourd'hui, enfin depuis le XXe siècle, depuis une partie du XXe siècle, il y a une prédominance des histoires policières, ou de la forme narrative policière. On en a une réponse hein, avec notre image. Hein. Qui est-ce qui donne sens au monde? J'ai envie de dire... Ne prenez pas ça pour moi, excusez-moi de rire, parce que je ris de ma propre plaisanterie. Les seuls nouveaux philosophes qu'il y ait, c'est la police. Si le rôle de la philosophie, à un moment donné, c'était de donner du sens au monde, eh ben, ou de l'ordre, ou de mettre un peu d'ordre dans le monde, comme dit Deleuze et Guattari, donc qu'est-ce que la philosophie il y a toujours à un moment donné, dans ce cas où on se pose la question de savoir comment on peut mettre un peu d'ordre, la philosophie invente les concepts pour ça, la science invente les fonctions pour ça, et l'art invente les œuvres ou la création pour ça, pour mettre un peu d'ordre. Ben, il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, peut-être, les seuls qui mettent un peu d'ordre et qui donnent un peu de sens au monde, c'est ces individus qui sont en train de regarder le poulet, le seul qui est en train de regarder le poulet. On pourrait prendre ça aussi comme une métaphore, hein. S'il se regarde lui-même,
Mais voilà, bon. Mais il faudrait se questionner sur cette prégnance du récit policier. Revenons à Beforeigner. Beforeigner, c'est pareil. Vous regardez la série, l'enquête, sur chaque épisode, elle prend 10, 15, 20 minutes. Là, j'ai pas fait la mesure. Et c'est pareil. Un rapport, non plus cette fois-ci à la nature, mais au paysage urbain, qui est filmé d'une manière comme si on était toujours en voiture. Comme il est filmé soit du point de vue du pare-brise, soit de la vitre du côté passager ou du côté conducteur, on a cette vision d'une fluidité des espaces urbains, ce qui permet de montrer, donc dans l'économie narrative cette fois-ci, cette diversité de population, des hommes préhistoriques, des hommes du Moyen-Âge et des hommes contemporains vivant, soi-disant, ensemble. Sauf que la série nous montre bien qu'il est impossible de vivre ensemble, même dans un monde humain, cette fois-ci. Donc on peut l'apprendre métaphoriquement, hein. Ça peut nous parler de ce qui nous arrive avec les migrations, de ce qui est en train d'arriver avec les migrations, dont on sait justement que le discours politique, on va revenir aux séries, vous allez voir, que le discours politique est sans arrêt en train de nous dire « vous allez voir ce qui va vous arriver ». Donc il arrive qu'il arrive. Et voilà ce qui arrive, quand ça arrive. Je ne fais pas du Raymond DeVos, hein, c'est très sérieux, écoutez très attentivement les discours des politiques, l'événement ne les intéresse plus. Les migrants ne les intéressent plus, c'est l'annonce qui les intéresse. Alors peut-être que là on a quelque chose d'essentiel dans la série, c'est l'effet d'annonce. Effet d'annonce dans le temps, effet d'annonce dans l'espace, effet d'annonce dans les actions. Il n'y a pas plus bavard, si je peux faire concurrence à une série, il n'y a pas plus bavard qu'une série. Sauf moi, je suis plus bavard qu'une série. Il n'y a pas plus bavard qu'une série. Qu'est-ce qui se passe dans les séries? Soit on nous prend pour des idiots, soit on a oublié l'usage des intertitres et l'usage des fonctions structurelles du montage qui sont là pour nous raconter des contractions de temps, des discontinuités dans l'espace. Un fondu enchaîné peut nous raconter du temps, il peut nous raconter aussi des manières de se déplacer dans l'espace, un cut peut nous rendre compte de rupture, etc. On a l'impression que les séries ne savent plus ou ne croient plus que nous soyons capables de ça. Donc les personnages nous disent « Bon, prenons la voiture, montons dedans, allumons le moteur et allons voir un tel. » J'exagère volontairement cette chose-là. Il y a une redondance et finalement, les actions prennent justement une absence de signification parce qu'elles sont dites. Et elles ne sont pas montrées. Non pas par pudeur de nous montrer un cadavre ou ceci ou cela, etc. Elles ne nous sont pas montrées en tant que telles. Elles sont, l'image est surdéterminée par la parole. L'image est surdéterminée par un sens qui est dit de l'intérieur. Ce qui pose problème sur le rapport entre fiction et réel. En tant que spectateur, j'intégrais, alors c'est toutes les analyses d'Aristote, ou c'est toutes les analyses de gens comme Gérard Genette, ou du nouveau roman, dans les années 70. Aristote, c'est pas dans les années 70, mais tous ces gens qui nous disaient, le lecteur, ou Umberto Eco, très récemment, le lecteur a suffisamment d'intelligence pour faire le métadiscours, ou pour interpréter une œuvre. Aujourd'hui, on est en train de nous dire à l'intérieur des œuvres, je parle des séries, hein, et peut-être qu'il est question de ça aussi en art et dans certaines pratiques cinématographiques aussi. À l'intérieur de l'œuvre, on nous dit ce qu'il y a à voir. Il y en a un qui se retournerait non pas dans sa tombe mais sur son fauteuil, c'est Jean-Luc Godard qui justement a travaillé sans arrêt, même en produisant des formes de séries documentaires, donc des formes de séries, à cette idée qu'il y a une intelligence et un regard du spectateur. Bon, je me suis un peu éloigné avec ces deux exemples par rapport à cette idée que la série, en déstructurant le récit, délinéarise l'histoire du monde, ou l'histoire dans son ensemble. On n'en a que des éléments fragmentaires épars. Donc de ce fait, peut-être, malgré cette énonciation qu'il y a à l'intérieur, nous devons
et c'est l'attitude que produit la série chez la plupart d'entre nous, si on faisait une analyse psychologique, il y a cette attitude de l'enquêteur et du déchiffreur. Puisque tout est raconté de manière émiettée, même si on nous dit dans cet émiettement ce qu'il y a à voir ou ce qu'il y a à entendre, nous sommes là à rassembler les pièces du puzzle, pourrait-on dire, ou à reconstituer la mosaïque. La série ne nous présentant finalement que des tesselles d'événements, ou des tesselles de temps, ou des tesselles d'espace, et il faudrait ressaisir tout cela. Quand elle essaye de le faire elle-même, la série, puisque notre titre c'est fin de série, regardez le côté décevant de chaque fin de grande série. Tout le monde disait Lost, et c'est une série merveilleuse. Dès que vous parlez du dernier épisode de Lost à quelqu'un qui regarde ces séries-là et qui les aime, il est déçu. Le dernier épisode de Twin Peaks, qui était quand même un beau morceau, tout le monde est déçu. C'est pas rien, hein. Cette déception, elle n'est pas rien. C'est la déception de ne pas avoir une totalité signifiante qui est restructurée à partir de tout cela. On n'est pas déçu par la fin de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. On sait qui est l'assassin, et on sait quel est le sens de l'histoire. Et on sait que la conscience est arrivée. On n'est pas déçu par la fin de la critique de la raison pure. On sait ce qui se passe. Donc la série délinéarise l'historisation de l'ensemble, l'histoire de l'ensemble. Donc ce qui veut dire quoi? Dans notre rapport au monde, dans notre expérience ordinaire du monde, l'homogénéité du monde réel et du monde de la série est toute relative. Une série n'est jamais, puisqu'elle n'est pas linéaire, ou rarement traversée par un fil conducteur qui la dépasse et qui lui donne sens. C'est ça qu'on appelle un monde. Hein. Un monde, c'est quand on est dedans et qu'on arrive à construire une homogénéité, ce qu'on appelait un cosmos dans l'Antiquité, un ordre raisonné des choses entre elles. Donc aujourd'hui, peut-être, notre rapport au monde est déstructuré, il est acosmique, pourrait-on dire, et nous continuons pourtant à utiliser le terme de monde. Peut-être qu'il faut y réfléchir. Donc, que fait la série, ou que font les séries pour répondre à cette espèce de situation qu'on vient de constater? Elles restreignent leur territoire temporel ou spatial à une géographie, ce que je vais appeler une géographie des circonstances. Voilà. Il se passe telle chose à tel moment, en tel lieu. Grosso modo, au mauvais sens du mot chroniqueur, parce qu'il y a un sens noble du mot chroniqueur, je n'ai pas le temps de m'y attarder, la série chronique. Elle scande les événements du temps. À un moment donné, dans une séance passée, je vous ai dit, peut-être y a-t-il quelque chose à voir dans la série avec le fait divers. Et notre intérêt voyeur, peut-être pas pervers, mais notre curiosité à l'égard des faits divers. Et regardez la manière dont aujourd'hui l'actualité se ponctue de faits divers, que ce soit l'actualité politique ou l'actualité criminologique ou criministique, on va inventer des mots. Voilà, ce que j'appellerais plutôt une géographie des circonstances, une écriture géographique des circonstances. Il se passe quelque chose en tel lieu. Donc il y a rupture d'homogénéité, ou relative rupture d'homogénéité, qui est liée à une géographie des circonstances, mais qui est liée aussi à une conception anthropologique, pourrait-on dire, de la nature de l'homme en tant que tel. C'est-à-dire que l'homme est un être situé. Situé, ça ne veut pas nécessairement dire déterminé, hein, mais vous regarderez, tous les personnages de série sont dans les premiers épisodes, ceux qu'on va retrouver, soit de manière récurrente, soit de manière épisodique, situés soit socialement, soit géographiquement, soit affectivement, avec des zones d'ombre peut-être, mais en tout cas, il y a une mise en situation des personnages. Alors, quand je dis anthropologique, du coup, c'est qu'il faudrait peut-être étudier, si on s'intéresse au contenu des séries, il faudrait étudier cette nature, ce que ça nous dit de la nature anthropologique de l'homme. C'est-à-dire que l'être humain
Et c'est ça, en tout cas, je vous en fais le résumé à mon avis, c'est l'hypothèse que je fais, c'est que dans la série, un homme ou une femme, un Yel, comme on dit maintenant, n'est pas déterminé par la rationalité. C'est les circonstances, géographie de la circonstance, c'est les circonstances qui le déterminent. Donc c'est un être environné, pourrait-on dire. Et c'est parce qu'il est dans un environnement qui va se comporter de cette manière-là. J'insiste, c'est pas la prédétermination sociale, c'est pas une forme de détermination sociale. Ça peut l'être dans certains cas. Vous regardez une série française qui s'appelle HPI, dont peut-être j'ai déjà parlé, qui est, encore une fois, sur l'ordinaire d'un personnage exceptionnel. Quelqu'un qui a une surintelligence et qui va aider aux enquêtes. Eh ben voilà, elle est située socialement, elle est située dans son comportement, et ce qui intéresse la série, c'est les manifestations d'exceptionnalité rendues ordinaires. C'est ça que j'appelle être situé. Le reste ne nous intéresse pas. Le reste ne vient que comme décor ou comme trame de fond pour rendre compte de cette exceptionnel ordinaire. C'est un peu, j'insiste sur ce jeu de contradiction entre cette exceptionnalité ordinaire. Donc, une anthropologie s'extrait, qui veut dire que le temps n'a pas de repère, sinon celui de ce qui arrive. Le temps est relatif, et il faudrait être attentif ici aussi pour dire en combien de temps, sans les indications de carton et quelques repères nécessaires à l'avancée de l'histoire, se déroule une série. En regardant Locke et en regardant d'autres séries pour Before Ignore par exemple, que je n'ai pas regardé totalement intégralement, je suis dans un présent suspendu. Présent qui m'est contemporain. Là, dans ces deux séries, en tout cas, je me dis, voilà, c'est de notre temps. L'histoire se passe de notre temps. Dans notre temps. Donc, l'histoire se passe dans notre temps. On est dans un présent suspendu, dans un présent contemporain suspendu. Donc, je me demande même si le terme qui renvoie au temps de présent est valable. On est dans une présence. La série nous met en présence. Elle nous installe dans un temps qui est un temps aujourd'hui, actuellement, pas aujourd'hui, actuellement, en ces temps, etc. Et même si cet en ces temps et actuellement se passe au 19e ou au 18e siècle. Il n'y a pas de détermination du temps. Alors, le personnage est situé, lui, mais le temps n'est pas situé. Et il est difficile parfois de comprendre la logique chronologique, au sens d'ordre de succession des événements, de ce qui se passe dans une série. Suspension du temps, pourrait-on dire. Alors, je vais faire une longue parenthèse. Qui va concerner les leçons sur la conscience, la conscience intime du temps de Husserl. Ça me permettra de conclure en même temps. J'ai beaucoup de choses à raconter encore, mais voilà. Dans Husserl, Edmund Husserl, donc notre personnage de Allemagne année zéro, quand il est devenu adulte, écrit un livre qui s'appelle Leçons sur la conscience intime du temps, où il détermine notre rapport au temps, bien évidemment par la conscience, mais sous trois formes. La forme qu'il appelle la rétention, la forme qu'il appelle l'attention, et la forme qu'il appelle la protension. Ces formes de temporalité, la rétention, on pourrait dire, c'est pour faire simple, hein, c'est ce qui s'est passé et que l'on refait surgir dans le présent. Donc l'attention, la rétention se définirait comme l'attention présente que l'on porte à un événement passé qui permet de s'en souvenir. La protension est l'attention par rapport à ce qui se passe dans le présent, à ce qui pourrait ou ce qui va advenir, donc tourner vers l'avenir.
On retrouve des analyses classiques du rapport au temps, celle de Saint-Augustin, le passé est ce qui est passé, le présent est ce qui est présent, et l'avenir est ce qui va venir. C'est dans les Confessions de Saint-Augustin, c'est dit aussi bêtement que ça, mais ça pose, rien que le dire aussi bêtement que ça, pose problème justement sur cette continuité. Husserl dit que finalement, je vais radicaliser un peu sa position pour que vous compreniez bien, il est plus subtil que ça. Husserl dit que tout se joue dans l'attention, c'est-à-dire dans le présent. Plus exactement, dans la présence du présent. Comment on arrive, en tant qu'être humain, à rendre présent ce qui est passé ou à rendre présent ce qui va advenir. Donc c'est l'attention au moment présent qui est important. Alors il me semble, c'est pour ça que je fais ce détour par Husserl, il me semble en fait que la série consiste à ne pas nous rendre attentifs à ce qui est présent. Et quel est le contraire de l'attention? C'est la distraction. Donc en fait, la série, le but de la série, c'est peut-être pour ça qu'elle est indifférente aux événements qu'elle raconte, qu'elles sont indifférentes, puisqu'il y a différentes formes de séries, qu'elles sont indifférentes aux événements qu'elles racontent, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir d'attention sur ce qui est raconté, sur la nature ou sur le contenu de ce qui est raconté, on n'a pas besoin d'être attentif. Donc on est dans une distraction. Distraction pas au sens de divertissement, mais de retirement du présent. Et nous ne regardons, quand je vous disais, on fait des marathons séries, on regarde la série pour se retirer du temps présent. Je vais employer un autre mot d'un autre philosophe, mais qui, à mon avis, a été lu par Husserl, c'est Pascal. On est dans le divertissement. Pas au sens où on jouit de quelque chose, le divertissement comme manière d'être détourné des préoccupations du présent, ou de la présence, par rapport à mon vocabulaire, de la présence du présent. Alors bien sûr, il y a des enjeux, je vous ai dit, Foreigner, on pourrait voir ça comme les émigrés, Loch Ness, on peut voir ça comme un rapport à la nature, une autre série danoise et suédoise qui s'appelle Le Pont, ça pourrait être une réflexion, là encore une fois un truc policier, une réflexion sur la notion de frontière et de lien. Mais en même temps, voilà, on est distrait de ça. Pareil, là, il y a des gens qui disent Borgen ou le Baron Noir, c'est des choses qui nous permettent de comprendre la politique. En regardant, ça me distrait de la politique. Fondamentalement, ça n'en fait qu'un théâtre. Un mauvais théâtre. Un théâtre où il n'y a pas d'action. Sinon des formes socialisées de comportement. Qui se disent, s'énoncent, se répètent, se ressassent d'un épisode à l'autre. Donc cette distraction-divertissement, elle est intéressante pour dire aussi, encore une fois, les formes narratives sont des formes qui construisent notre imaginaire, notre manière d'être, qui participent de notre imaginaire et de notre manière d'être au monde. Aujourd'hui, on est distrait, on est dans la distraction aussi dans notre vie ordinaire et dans notre vie quotidienne. Distraction peut-être nourrie, entretenue, ça ce serait, encore une fois, peut-être paranoïaque de dire ça, etc. Mais peut-être qu'il y a des formes de distraction. Regardez, on passe beaucoup de temps autour de savoir ce qui se passe après les législatives. Là, on passe beaucoup de temps à une espèce de théâtralisation sur les formes du pouvoir, les formes gouvernementales, en nous disant c'est hyper important. À la fin des fins, qu'est-ce qui se passe? Ce que tout un chacun sait, mais que tout le monde a oublié, celui qui détient le pouvoir l'exerce. Donc on a bien rigolé à dire il y a des formes de machin, etc. Bon, à la fin, celui qui a le pouvoir l'exerce. Retour du réel, on va l'avoir, hein, ne vous inquiétez pas. Enfin, pardon, pas de position idéologique, au mauvais sens du terme. Mais on va l'avoir, ce retour du réel. Voilà. Pour le moment, on est dans la distraction, dans les jeux de pouvoir.
Si on relit un manuel pour faire des bonnes séries politiques, c'est Le Prince de Machiavel, qui nous dit, voilà, jouez avec les formes, jouez avec l'apparat, jouez avec l'imaginaire et l'imagination, et vous allez pouvoir, de votre côté, agir politiquement, pendant que les autres seront distraits sur les formes du pouvoir. C'est ce que dit aussi Pascal sur la robe des juges. Il y a un texte de Pascal sur la robe des juges, où il dit, nous sommes impressionnés par la robe des juges, mais on oublie que les juges ont une fonction d'autorité à l'égard du droit et à l'égard de la force. Et donc, on est dans l'apparat, mais cet apparat nourrit une espèce de distraction à l'égard de la fonction essentielle du juge ou du politique. Donc, on est dans cette distraction. La modalité qui rend compte de cette distraction dans la série, c'est, on l'a dit, l'engendrement, enfin on l'a déjà vu, le ressassement, mais là je vais employer une autre formulation, l'engendrement perpétuel, la génération ou l'engendrement d'une possibilité d'action qui n'arrive jamais véritablement à se réaliser. En somme, pourrait-on dire, un présentement futur. Ça n'existe pas en français dans les formes verbales, ça existe peut-être ça existe en anglais avec les formes futures et participes présents, ça existait en latin, même en latin il existait une forme qui s'appelait le participe futur, qui a donné peinture, donc la peinture n'est jamais là, elle est toujours en devenir, etc. Donc une espèce d'engendrement comme ça. Et quel est le mot pour dire l'événement qui arrive dans l'avenir ? Petit blanc, pour faire surgir dans votre tête, vous n'y penserez jamais, le mot aventure. Aventure, c'est ce qui va arriver. Si on prend étymologiquement le sens adventura, c'est advenire, advenir, surgir, etc., au participe futur. Donc ce qui va surgir. Donc le contraire de l'événement, dans une logique de distraction, c'est l'aventure. Comprenez pourquoi j'étais intéressé aussi sur l'idée des jeux vidéo, ce que je vous annonçais au début et que nous aurons peut-être l'occasion de voir, c'est cette notion aussi d'aventure. C'est aussi cette notion, alors je vais prendre un exemple d'une série cinématographique, Jurassic Park. Il n'y a pas une occasion aussi forte qui a été donnée à un cinéaste de raconter quelque chose sur l'histoire du monde, de la nature, que cette espèce de point de départ, et de réfléchir sur ce point de départ, qui aurait pu être une réflexion éthique, une réflexion écologique, etc., de notre rapport en tant qu'être humain avec une nature passée qui ressurgit. Bon, qu'est-ce qu'il en a fait ? Une espèce de film d'aventure, d'action justement vide de signification, parce que c'est quoi ? Je cours, j'échappe à la mâchoire du dinosaure qui me court après, je tourne au coin de la rue, je machin, etc. On pourrait raconter ça à la façon d'un sketch à la Buster Keaton. Peut-être que Buster Keaton avait compris l'essentiel dans sa forme d'être comique. Il n'y a que des dynamiques et des mouvements dans ce type de film. Sauf qu'ils sont tous soutenus par cette trame, ces films d'aventure. Il y a une situation initiale donnée, il y a une modification de cette situation initiale donnée, et il y a une situation modifiée qui soit consiste à revenir à la situation initiale, soit ouvre à une autre situation à modifier. Le principe de la série étant d'avoir sans arrêt des situations à modifier, ces situations n'étant pas des actions. Ces situations n'étant pas donc des événements, mais des mises en attente d'un événement, d'une aventure, donc, d'un monde qui s'ouvre sans arrêt sur l'avenir, mais un avenir qui est lui-même indéterminé et qui n'est jamais rempli. Donc qui n'est jamais, être rempli, c'est être satisfait, qui n'est jamais satisfaisant. Je vous l'ai dit, la série, enfin nous l'avons déjà vu dans une séance précédente, la série peut s'engendrer à l'infini ou à l'indéfini. C'est ça, une situation qui n'arrive jamais, un acte humain ou un acte existentiel humain qui n'arrive pas à s'accomplir, dont on n'arrive pas finalement, comme dirait Benjamin,
à avoir l'expérience, on va le reconduire. Et on ne cesse de le reconduire. Donc nous sommes dans des temps d'attente et de suspension. Attente, attention, mais sous forme distraite. Je ne sais pas combien de temps il me reste, je le sais, mais je fais semblant de ne pas le savoir. Donc on a cette notion d'aventure qui correspondrait, peut-être pour recadrer les choses, à la péripétie, on en a parlé à propos de l'épisode, comme venant s'intercaler. Voilà, l'aventure, c'est ce qui nous tombe dessus à l'improviste. On ne sait pas trop comment, ou pour lequel il nous faudrait un parapluie. Le parapluie, en général, pour nous, c'est quand on arrive à donner du sens aux choses. Les événements nous arrivent, ou des choses nous arrivent, on arrive à leur donner sens. C'est notre forme d'avoir un parapluie, une manière de saisir ces choses-là. Je dis ça par rapport à l'étymologie du mot péripétie, qui est ce qui nous tombe dessus, un peu comme la pluie. Et donc, on cherche non pas des parexcitations cette fois-ci, mais des parapluies existentiels. Alors, j'insiste sur rapport à la forme narrative, encore une fois. Le vocabulaire générique de la série est un vocabulaire, je l'ai déjà dit, d'intermittence, d'intermédiaire. Feuilleton, épisode, saison, suite. Et il semble bien que la manière d'appréhender le récit soit dans ces encreux d'événements, dans cette manière de dégager un non-événement qui fasse événement, dans les zones d'écartement, d'intermittence du récit. À mon avis, là aussi, psychologie de la réception ou esthétique de la réception, si la série nous plaît, c'est parce qu'elle nous donne un rôle dans tout ça. Celui de remplir les trous, je l'ai déjà dit, on va remplir les trous. Celui d'être l'enquêteur qui va resignifier ou redonner du sens à tout ça. Ce qui est moins le cas dans le roman ou dans le film au sens cinématographique du terme, parce qu'il y a une trame et un tissu dans lequel les événements se constituent. Et donc on n'est plus dans la situation, comme je vous ai dit, il y a un avant, une situation donnée, une situation qui modifie et un après. On est dans le cinéma, pas cette idée de la reconduite d'un événement, on est dans l'idée de la restitution de l'événement. D'où la trame de tissu, la contextualisation et la teneur à construire. Alors, par rapport à ça, il me semble important de vous dire, ou de vous rappeler, que, en fait, on s'intéresse aux séries, et moi, en tant qu'objet de pensée, parce que ça trame le monde, ça structure une manière de percevoir le monde. Alors peut-être qu'il faut s'intéresser à ce mot « monde » comme structure et comme chose. Aujourd'hui, peut-être, c'est l'hypothèse que je fais, c'est une hypothèse qui s'hérite dans la philosophie depuis le XXe siècle, moi je dirais plutôt depuis le XVIIIe siècle. J'ouvre une petite parenthèse, Jacques le Fataliste et son maître nous racontent ça, l'absentement du monde. Deux personnages qui sont en train de faire une itinérance, qui se racontent des choses et qui n'arrivent pas à finir le récit. Et donc, il le recommence sans arrêt. Un peu comme les Mille et une nuits, mais c'est pas dans le même horizon. Jacques le Fataliste et son maître ne cessent de se raconter, et ils sont interrompus sans arrêt. Pourrait-on dire que la série vient interrompre sans arrêt le grand récit qu'ils essayent de mener. Et donc, du coup, la stratégie de Jacques, fataliste comme il est, c'est de produire des petits récits. À charge au lecteur, selon Diderot, de le prendre en charge. Donc, mais cette question du récit, elle est la question du rapport au monde. Déjà au XVIIIe siècle, la place qu'occupe l'homme dans le monde devient un enjeu fondamental. On sort avec le XVIIe siècle, je retrace une espèce d'histoire de la philosophie en fonction de nos enjeux, ça ne veut pas dire que c'est l'histoire de la philosophie, mais à la fin du XVIIe siècle, on sort des grands systèmes, mécanisme, quantique, etc., Descartes et compagnie. Au XVIIIe siècle, la philosophie va réengager une réflexion sur le système, mais à partir, pourrait-on dire, de la place qu'en occupe l'homme. Anthropologie chez Kant,
qui est extrêmement importante chez Kant, l'anthropologie. Histoire chez Hegel, l'histoire est extrêmement importante chez Hegel, peut-être plus que d'ailleurs la philosophie de l'esprit ou la philosophie de la conscience, mais le rôle de l'homme dans le temps et l'espace est extrêmement important chez Hegel, même s'il se plante, hein, même si on peut dire que sa philosophie est un plantage, etc. Donc, cette idée qu'il y a un rapport au monde à construire et que, à partir du XXe siècle, peut-être à cause des événements historiques, des guerres, de la violence des guerres et de ce qui s'est passé, de la violence des guerres et ce qui s'est passé, nous sommes en absence de monde. Ou plutôt nous avons mis, un peu comme dans les hôtels que l'on peut voir dans les séries américaines, un panneau sur la porte de notre chambre qui est le monde, « Do not disturb », sauf qu'il n'y a personne dedans. Nous nous sommes absentés de la chambre et nous avons mis ce petit panneau. Donc nous sommes en absence de monde. Pour plusieurs raisons, hein. Peut-être parce que justement les grands systèmes, vous vous souvenez qu'on a commencé avec Lyotard sur les grands discours et les petits discours, les grands oiseaux et les petits oiseaux, comme dirait Pasolini dans un de ses films. Peut-être parce qu'on n'a plus de grands discours qui viennent structurer le sens que l'on peut donner au monde. Peut-être aussi parce que le monde, nous l'avons comme un mécano, comme un enfant avec un mécano déstructuré et que nous n'arriverons pas à le reconstruire. Peut-être aussi parce que nous n'avons plus besoin de transcendance qui donnerait, que ce soit Dieu ou la raison, pour Hegel par exemple, de transcendance, etc. Mais nous sommes dans une désolation du monde. J'emploie ce mot désolation, j'en suis redevable à Hannah Arendt, et elle le dit pas innocemment, quand elle parle d'absentement et de désolation du monde. On pourrait se sentir isolé dans le monde. C'est pas la même chose. La désolation, elle renvoie pas uniquement au sentiment de solitude ou du fait d'être seul dans le monde. Entre nous déjà, en tant qu'espèce aussi peut-être, en tant qu'espèce responsable, c'est ce que nous dit l'Anthropocène, en tant qu'espèce, nous avons une responsabilité. Donc c'est peut-être une situation qui nous met en situation de solitude ou d'isolement, mais nous sommes aussi en désolation du monde. C'est-à-dire que nous sommes en face d'un monde. Alors, la désolation, vous savez le second sens que ça a, un espace désolé, ou voilà, c'est un espace détruit. On est face à un monde détruit. Un champ de ruines. On en revient à Rossellini, Allemagne année zéro, à ce que nous avons connu de la Seconde Guerre mondiale, et nous avons maintenant l'opportunité, et nous avons à charge, de reconstruire notre présence au monde. Quand je dis nous avons à charge, ce n'est pas une mission grandiloquente que je donne ça. C'est que nous avons à retrouver de manière élémentaire un rapport au monde. Quand je dis élémentaire, c'est, j'insiste, ce n'est pas donner des transcendances, donner des significations, c'est être responsable d'une présence au monde, d'une attention au monde. J'ai dit à un moment donné, je crois que c'est la dernière séance, qu'il fallait réfléchir sur la manière dont nous occupions le monde. Aujourd'hui, on pourrait dire que je rajoute, en faisant un mauvais jeu de mots, c'est la manière dont nous nous occupons du monde dont il est question. Donc du souci du monde que nous pouvons avoir. Non pas parce que nous sommes maîtres et possesseurs du monde ou de la nature, comme dirait Descartes. Ce souci, c'est le souci d'être soi. Il y a un philosophe, je vais finir sur cette blague, il y a un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch. Vladimir Jankélévitch, c'est un philosophe assez intéressant, je trouve. On le connaît, certains le connaissent à propos des textes sur la conscience morale. Mais un jour, il est passé, j'ai eu la chance de voir ce moment télévisuel assez fort. Il est passé dans une émission qui passait l'après-midi, quand j'étais enfant, qui s'appelait « Aujourd'hui, Madame ». Espèce de causerie sur pour les femmes qui ne travaillaient pas et qui étaient à la maison. Et ils avaient invité Vladimir Jankélévitch. Et Vladimir Jankélévitch commence son propos dans cette émission en disant « Je suis bien content d'être là parce que pour une fois dans ma vie, je vais pouvoir vraiment vous dire ce que je pense de
d'une certaine philosophie. La philosophie s'est beaucoup occupée de choses extrêmement abstraites, l'en-soi, le pour soi, la finalité en soi, toutes ces choses en soi ou qui mettent. Une des choses dont la philosophie s'est le moins occupée, dit Jean Kilevitch, c'est le chez-soi. Il se trouve que notre chez-nous, notre chez-soi, pourrait-on dire, qui n'est pas un en-soi ni un pour-soi, on va se débarrasser de ces notions philosophiques, peut-être qu'il faut inventer une conception du chez, comme on a inventé le en et le pour dire la chose en soi, la chose pour soi, etc. Peut-être qu'il faut inventer une conception du chez-soi philosophique, et que notre chez-nous, ou notre chez-soi, c'est le monde. Et donc on n'a pas à laisser se désoler, cette fois-ci en disant pas simplement de le détruire, mais on n'a pas à laisser le monde se désoler, c'est-à-dire s'attrister. Qu'est-ce que c'est que la tristesse? C'est le vide. On est triste parce qu'on est vide. On est vide de quelque chose qui vient, à un moment donné, suppléer la douleur que l'on a, ou le trouble que l'on a, etc. C'est pas qu'on ait des passions tristes, hein, je n'ai rien à voir avec ce que dit Spinoza, dans ce que je veux dire en employant le terme s'attrister. C'est plutôt les tristes d'Ovide. Encore, c'est une référence, c'est un poète un peu oublié de l'Antiquité. On connaît les Métamorphoses d'Ovide, qui sont un texte politique, avant d'être un texte mythologique, c'est un texte politique, sur le retour à l'ordre d'ailleurs, puisque ça finit dans un éloge sur Auguste. Toutes les transformations qui sont reconnues à travers les mythes, le livre 10 des Métamorphoses d'Ovide est un éloge de la stabilité avec l'empereur Auguste. Donc, on parle des métamorphoses pour en arriver à l'ordre. Dans les tristes, qu'est-ce qui se passe? Il est tout seul sur son île, en exil. Il n'est pas tout seul, j'exagère, hein, mais il ressent ce sentiment de ne pas être chez lui. C'est pas la nostalgie d'exilé ou de l'immigré, c'est dans quel monde je suis et qu'est-ce que ça veut dire qu'occuper le monde. Alors c'est ce qu'on aurait dû voir, mais comme il est temps, j'arrête là. Merci, je vous souhaite de bonnes vacances et peut-être y aura-t-il une suite.